Merci beaucoup Isabelle, merci Alexandre, Bruno, Eric pour l'invitation. Donc, je suis Sébastien Viel. Beaucoup d'entre vous me connaissent pour mon partenariat dans la réalisation des signatures interférons. Et là, j'ai décidé il y a quelques années de développer une autre casquette qui est celle du développement de thérapies géniques dans les maladies auto-inflammatoires, qui est un projet donc, auquel j'ai consacré mon projet de postdoctorat à Stanford, appliqué à une maladie particulière qui est le SAVI. Alors, le SAVI, ça signifie Sting Associated Vasculopathy with Onset in Infancy. C'est une maladie rare, voire très rare, avec une cinquantaine de cas rapportés, et pour lesquels les enfants développent des symptômes pendant la petite enfance, ce qui les rend peu accessibles à des allogreffes. Cliniquement, ces enfants vont présenter des inflammations systémiques et de la fièvre, des atteintes cutanées à type de vascularite, des atteintes pulmonaires et notamment des pneumopathies interstitielles et qui peuvent évoluer vers la fibrose, et ce qui va faire la gravité du diagnostic, puisque certains de ces enfants vont nécessiter des greffes pulmonaires. Donc, cette maladie est associée à une importante morbidité et mortalité infantile. Elle est liée à des mutations de type gain de fonction du gène STING1, ces mutations donc, vont conférer une activation constitutive de cette protéine. Donc, STING, c'est un adaptateur de l'immunité innée qui est impliqué dans la synthèse des interférons de type 1, qui va être en fait activé suite à la détection dans la cellule de signaux de danger comme l'ADN double brun, par un senseur qui s'appelle SIGAS. Et donc, suite à la détection d'ADN par SIGAS, eh bien, il va y avoir une production de SIGAMP, qui est le ligand de STING, et qui va induire la synthèse d'interférons de type 1. Et ce qui se passe, c'est que cette voie, SIGAS STING interféron, elle n'est pas activée chez les individus sains. Elle nécessite donc un trigger qui est souvent infectieux, des virus à ADN double brun par exemple, pour activer le système et initier une réponse antivirale innée par production de ces cytokines, donc les interférons de type 1. Et en fait, ce qui apparaît chez les patients atteints de SAVI, c'est que cette protéine, elle est activée de façon constitutive, ce qui va induire une production excessive et constante de ces cytokines et qui va donc driver l'auto-inflammation observée chez ces patients. Alors, le SAVI, il se caractérise par le fait que c'est une maladie qui est incurable, il n'y a pas de traitement prophylactique. Il y a un manque d'efficacité des thérapies conventionnelles, et notamment immunosuppressives. Il a été décrit récemment des effets plutôt positifs des JAK inhibiteurs, mais ce qui a été aussi montré, c'est que ces JAK inhibiteurs, ils ont une très bonne efficacité sur les atteintes cutanées et beaucoup moins sur l'évolution des atteintes pulmonaires qui, je vous le disais tout à l'heure, font la gravité de cette pathologie. Et un autre point important, c'est que dans des modèles murins, en fait, il a été montré que ces atteintes pulmonaires, elles sont drivées par les lymphocytes T, ce qui permet d'imaginer de développer des approches curatives et définitives par thérapie génique ex vivo, dont le principe serait d'isoler des cellules souches hématopoïétiques du malade, de les corriger par des techniques qui permettent donc de corriger le gène et de réadministrer donc ces cellules hématopoïétiques corrigées pour qu'elles repeuplent finalement le malade par des cellules filles qui seraient saines et qui ne porteraient plus la mutation. Alors, historiquement, les approches de thérapie génique, elles ne sont pas récentes, elles datent des années 90. Et en fait, les premières techniques utilisées, ce sont des approches qui sont dites additives, dans lesquelles on expose la cellule souche qui porte la mutation à des vecteurs viraux, souvent de type lentivirus ou rétrovirus, qui vont en fait permettre d'apporter et d'intégrer de façon semi-aléatoire une version fonctionnelle du gène qui va venir s'ajouter au gène muté. Et donc, on imagine très bien que ces techniques, elles permettent de corriger des maladies associées à des mutations perte de fonction, puisque l'on va rajouter une version fonctionnelle du gène, mais qu'elles ne s'appliquent pas aux maladies associées à des mutations gain de fonction,
dans lesquels en fait, le gène pathogène est responsable des maladies et qu'il va falloir lui-même corriger. Et donc, pour corriger ces gènes, il y a d'autres outils qui ont été développés plus récemment. On parle de techniques d'édition du génome et qui utilisent des enzymes de la famille des nucléases. Et l'idée, c'est en fait d'exposer donc la cellule souche qui porte la mutation à un autre type de vecteurs viraux, souvent adénovirus ou virus associés aux adénovirus, les AAV, en présence de nucléases qui vont venir couper de façon très précise la région de l'ADN que l'on souhaite corriger. Et dans ce système, en fait, c'est la cellule elle-même qui va modifier et corriger la mutation en utilisant comme modèle cette portion d'ADN apportée par le vecteur. Alors, ces systèmes, ils sont essentiellement basés sur une technologie qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui a été identifiée d'abord comme un système de défense contre les phages chez les bactéries, et qui se compose de deux éléments. Tout d'abord, une protéase, une nucléase, ici, qui est responsable de la cassure double brin de l'ADN. Donc, c'est une enzyme qui va être capable de couper l'ADN et qui est associée à un ARN guide qui, lui, est spécifique et complémentaire de la région de l'ADN à corriger et qui, comme son nom l'indique, va permettre de guider la Cas9 à l'endroit où l'on veut réparer. Ces systèmes, en fait, ils utilisent les voies endogènes de réparation des cassures d'ADN qui existent dans les cellules eucaryotes, puisque lorsqu'une cellule subit une cassure double brin, elle va devoir tenter de réparer cette cassure si elle veut survivre, et elle met en place deux grandes voies de réparation. La première, c'est ce que l'on appelle la jonction d'extrémités non homologues, ou NHIJ en anglais, qui va permettre donc une réparation fidèle de la cassure. Et ce système, il existe dans tout type cellulaire, quel que soit son état de division et de prolifération. Le deuxième système qui permet à la cellule de corriger donc, ces cassures, c'est ce que l'on appelle la recombinaison homologue. Et ce système, il n'est possible que dans des cellules en division, parce que vous savez qu'au cours de la division, les cellules elles vont multiplier par 2 leur quantité d'ADN avant la division. Et en fait, les cellules elles vont utiliser l'autre version du gène non coupé comme un modèle pour corriger le gène qui est coupé. Alors, comment maintenant on peut utiliser ces outils de façon contrôlée pour modifier le génome? Eh bien, si l'on expose des cellules à un complexe ribonucléoprotéique, donc qui est composé de cette Cas9 et d'un guide, qui va donc couper l'ADN de façon ciblée, eh bien, lorsque l'on va activer la voie de jonction non homologue, la voie NHIJ, eh bien, on va pouvoir être capable d'induire un chaos du gène au site de coupure par une insertion de certains nombres de bases, puisque je vous disais tout à l'heure que ce mécanisme dans une cellule, il est normalement fidèle, mais la CRISPR-Cas9, elle est tellement efficace qu'elle va en fait, une fois que la cellule répare, recouper, puis recouper, ce qui fait qu'au bout d'un moment, lorsque la cellule va réparer, eh bien, elle va commettre des erreurs dans la réparation qui va induire l'insertion et la délétion de quelques bases. Donc, ces systèmes permettent de générer un chaos du gène. Et puis, ce qui va plus particulièrement nous intéresser ici, c'est l'intégration contrôlée de gènes, où là, en fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va apporter un fragment d'ADN qui va ressembler à l'ADN endogène et forcer la cellule à utiliser ce fragment endogène pour corriger elle-même son génome. Et donc, ces fragments d'ADN, ils sont classiquement apportés par des vecteurs, comme par exemple les AAV6. Alors, lorsque l'on soumet des cellules, on prend l'exemple de cellules souches hématopoïétiques, que l'on les traite par ces outils donc, composés de CRISPR-Cas9 associés à des vecteurs de type AAV qui vont donc apporter le gène d'intérêt, eh bien, en fait, on va générer un pool de cellules qui auront un génotype différent, en fait. Et donc, certaines de ces cellules souches vont intégrer le transgène sur un ou deux allèles. D'autres vont uniquement générer des indels, tandis que la troisième fraction de cellules ne seront pas corrigées.
Et donc, la répartition de ces trois phénomènes, elle dépend de beaucoup d'éléments, comme de la capacité du guide à couper, comme la taille de votre transgène, comme la capacité des cellules à proliférer. Et si on veut, par ces outils, essayer de corriger des mutations dites perte de fonction, eh bien, la question que l'on va se poser, c'est quel est le pourcentage minimal de cellules corrigées j'ai besoin pour corriger mon phénotype. Et en fait, on se rend compte que pour un certain nombre de maladies dites immunitaires, il n'est pas forcément nécessaire d'atteindre 100% d'intégration. Parfois, 30, 40, 50% d'intégration permettent de corriger le phénotype. Pour les maladies de type gain de fonction, là, vous avez une problématique additionnelle, puisque vous allez d'abord chercher à détruire le gène pathogène et donc bénéficier de ce phénomène de jonction non homologue pour arriver finalement dans une situation qui est proche de la situation perte de fonction, où là, ensuite, vous allez bénéficier du phénomène de recombinaison homologue pour réintégrer le gène corrigé. Donc là, vous avez deux questions à vous poser. La première, c'est la même que pour la question précédente. Vous n'avez pas envie d'induire une perte de fonction chez un patient qui avait un gain de fonction. Donc, vous avez besoin de niveaux d'intégration suffisants. Et puis, vous avez aussi besoin que la fraction non corrigée des cellules soit la plus faible possible pour qu'elle ne continue pas à pouvoir exercer un effet positif dominant. Donc moi, mon projet, il a consisté à développer des approches de thérapie génique qui utilisent donc ces outils, avec comme premier objectif de designer et de trouver des guides ARN qui soient capables de cibler le gène STING et de produire des virus de type AAV6 que je puisse utiliser pour intégrer donc, une version corrigée du gène. Et donc ça, ces outils, je les ai manipulés dans des cellules souches hématopoïétiques humaines de donneurs sains. Puisque je n'avais pas accès à des cellules souches hématopoïétiques de patients, j'ai travaillé sur un modèle cellulaire différent, qui est celui des iPS, donc qui sont des cellules pluripotentes qui ont une forte capacité à se différencier en quasiment tous les types cellulaires que l'on souhaite, et que j'ai généré à partir de fibroblastes de patients SAVI, en utilisant donc des kits commerciaux qui sont basés sur des facteurs de transcription particuliers qui vont donc permettre de générer ces cellules particulières. Et puis, le troisième objectif de mon travail, ça a été de mesurer le potentiel de greffe et de différenciation in vivo de ces cellules souches après le process de modification génique. Et pour ça, j'ai utilisé des souris immunodéficientes qui autorisent la greffe de cellules souches humaines. Donc, on peut injecter des cellules souches humaines dans ces souris. Elles vont, au bout de plusieurs semaines, donner naissance à des cellules, des globules blancs, des globules rouges humains, et donc permettre de vérifier la toxicité du process dans un modèle humanisé. Alors, en ce qui concerne le premier objectif, donc, il a consisté à screener un certain nombre de guides ARN. Et en fait, on s'est rendu compte que la majorité des mutations associées au SAVI, elles apparaissaient sur les exons en 5 à 8. Donc, le gène, il comprend 8 exons. Et en fait, sur les premiers exons du gène, il y a peu de mutations qui sont associées à la maladie. Et donc, nous, on s'est dit que plutôt de corriger le gène en entier, on s'est focalisé à une correction partielle pour pouvoir conserver finalement toute la partie des introns et des exons qui précèdent l'exon 5 afin d'éviter des problèmes de régulation de transcription, par exemple. Et puis, la deuxième étape, ça a été de designer et de produire un virus qui permette d'apporter donc cette version partielle et corrigée du gène afin qu'il puisse s'intégrer donc au bon endroit dans le locus STING. Ensuite, donc, une fois que j'avais donc screené et produit ces réactifs, je les ai testés dans des cellules souches hématopoïétiques donc, que j'ai obtenues de donneurs sains. Donc, nous avons traité ces cellules souches hématopoïétiques et puis ensuite, nous avons lancé une différenciation de ces cellules en monocytes. Pourquoi en monocytes? Parce que ce sont les cellules qui expriment peut-être les plus hauts niveaux de STING dans le système immunitaire. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons donc quantifié dans ces cellules souches et dans ces monocytes dérivés de cellules souches la fraction de cellules qui ont intégré donc, le transgène.
vérifier les niveaux d'expression de STING dans les cellules souches et dans les monocytes, et vérifier que cette protéine STING génétiquement modifiée, elle était fonctionnelle en restimulant les cellules par des ligands de STING, et notamment du SIGAMP, et en mesurant l'interféron produit suite à cette restimulation. Et donc, ce que j'ai observé, c'est que j'étais capable, par ces outils, d'obtenir des intégrations de l'ordre à 50 à 60% dans des cellules souches, ce qui est un peu le standard du laboratoire dans lequel j'étais au cours de ma mobilité, qu'au cours de la différenciation in vitro, il n'y avait pas de perte du transgène. En fait, il y avait pas de sélection des cellules. Et puis, j'ai aussi montré que globalement, l'expression de STING par rapport aux cellules non corrigées était plus faible, mais que cette protéine restait fonctionnelle lorsque je restimulais les cellules par donc un ligand de STING. Ensuite, le deuxième objectif, eh bien, ça a été de corriger le phénotype dans des cellules dérivées de patients. Donc pour cela, j'ai utilisé des fibroblastes d'un patient SAVI qui est suivi à Lyon, et puis reprogrammer donc, ces fibroblastes en IPS. Et une fois donc, que j'ai obtenu des lignées stables d'IPS SAVI, eh bien, j'ai utilisé donc, les outils que je vous ai présentés précédemment pour modifier génétiquement ces IPS. Et de la même façon que tout à l'heure, lorsque l'on traite des IPS avec ces outils, on va obtenir des cellules filles avec différents génotypes que l'on peut screener par des systèmes de PCR pour détecter quel clone a intégré un, deux ou aucun des allèles, et ensuite isoler et travailler sur des clones de cellules propres. Et puis mon dernier objectif, eh bien, ça a été de mesurer le potentiel de greffe et de différenciation in vivo de cellules souches hématopoïétiques. Et ça, c'est une sorte d'évaluation de la toxicité du processus, de vérifier que lorsque vous traitez vos cellules souches hématopoïétiques par ces outils, vous ne diminuez pas de façon trop importante leur capacité à se greffer dans un animal et leur capacité à se différencier in vivo dans toutes les cellules dans lesquelles elles doivent se différencier de la plaquette aux globules rouges et bien évidemment aux globules blancs. Donc en conclusion, ce projet preuve de concept qui est bien moins avancé que tout ce qui vous a été proposé précédemment, il vise à développer des approches nouvelles de correction génétique ciblée pour une interféronopathie qui est le SAVI, et faire la preuve de concept de la correction de mutations type gain de fonction, ce qui n'a encore jamais été montré par ces techniques CRISPR-Cas9. Ce projet il permettra de répondre à des questions non résolues relatives au SAVI. Quel est le pourcentage de cellules à atteindre qui doivent intégrer le transgène? Quel est le pourcentage de cellules à atteindre qui soient non corrigées et avec des applications en dehors du SAVI à d'autres maladies monogéniques auto-inflammatoires ou auto-immunes avec gain de fonction, comme les JAK1 par exemple, les STAT1, voire les CAPS. Donc, je vous remercie pour votre attention.